Bonjour à tout le monde. Donc, Christian Mica, je suis chargé de nos tourisme à l'interprofession des vins du Val-de-Loire et j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je remercie Lésa pour son invitation à ce colloque sur cette thématique, je dirais, fondamentale aujourd'hui pour le contexte viticole. Donc, ce que je vous propose dans cette partie introductive, si la zapette veut bien avancer. Voilà, donc trois points importants. Déjà, effectivement, voir quelques chiffres clés pour le no-tourisme. Ensuite, vous parlez du réseau des caves touristiques qui est mis en place sur le Val-de-Loire. Et puis ensuite, effectivement, faire le lien entre no-tourisme et environnement durable et comment on a essayé de mettre des choses en place au sein du réseau. Alors, concernant le no-tourisme en chiffres, trois éléments, déjà au niveau mondial en France et dans le Val-de-Loire. Donc, peut-être juste pour placer un petit peu les choses, les chiffres datant maintenant de 2018, mais on voit quand même qu'il y a deux grandes destinations de no-tourisme aujourd'hui dans le monde. Les États-Unis, donc avec un peu plus de 15 millions, et la France avec autour de 10 millions de no-touristes, qui sont donc les deux principaux pays d'accueil sur les destinations no-touristiques dans les vignobles. Et ensuite, on a d'autres destinations, notamment européennes, comme l'Italie, l'Espagne, et puis peut-être aussi le Portugal à citer, qui sont des destinations qui se développent en no-tourisme. Bien évidemment, le no-tourisme est mis en place dans les pays où on a une présence de vignobles et où il y a surtout une dynamique pour pouvoir effectivement attirer les visiteurs sur ces territoires. Alors, si on regarde plus particulièrement en France, donc la dernière étude qui a été menée par Atout France, qui est l'agence de développement touristique de la destination France à travers le monde, avait donc identifié en 2016 donc, 10 millions de no-touristes en France. Alors, peut-être un point à rappeler à cette occasion ce que veut dire un no-touriste, ou tout du moins ce que Atout France a défini comme étant un no-touriste. En fait, il s'agit d'une personne qui a passé une nuit en France, en dehors de son domicile ou de son cadre habituel, pour un motif de loisirs et de vacances, et qui a pratiqué une découverte du vin ou des vignobles, que ce soit de la dégustation, la visite de cave, un musée, la route des vins, les villages viticoles, etc. Donc, sur cette définition-là, effectivement, on est sur 10 millions de visiteurs en France. On voit qu'on a 58% de Français pour 42% d'étrangers. Donc là, évidemment, on était avant la crise du Covid, puisque l'année dernière, les choses ont un petit peu changé. Ce que l'on voit par rapport à l'attractivité des régions viticoles françaises, donc, c'est que le Val-de-Loire, lui, se situe en 5e position, sachant que la première région, bien évidemment, c'est Bordeaux. La deuxième, c'est la Champagne. Troisième, l'Alsace. Et quatrième région, la Bourgogne. Donc, cette fréquentation touristique avait fortement progressé entre 2009 et 2016, avec effectivement des dépenses qui étaient autour de 240 € pour la partie purement achat de vin, visite des caves, etc. Alors, qu'en est-il dans le Val-de-Loire? Donc, dans le Val-de-Loire, on a mis en place un observatoire de l'œnotourisme qui permet surtout de mesurer l'activité dans les domaines viticoles labellisés, qui font donc partie du réseau des caves touristiques. Et donc, on a pu mettre, grâce à cet observatoire, en évidence donc un certain nombre de données. Donc, les dernières, pour l'instant, qui ont été mises en avant sont celles de 2019, où on a recensé 1 700 000 visiteurs donc, dans l'ensemble du réseau des caves touristiques. Alors, les visiteurs, par contre, c'est dans un sens un peu plus large que celui qu'on vient de définir pour Atout France, puisque là, ce sont l'ensemble des particuliers qui viennent, je dirais, visiter et acheter du vin dans un domaine, que ce soit des locaux, que ce soit des Français, que ce soit des gens de passage ou des clients fidèles déjà du domaine. Donc, on est dans un sens un peu plus large, avec donc 1 700 000 visiteurs.
Donc 82 millions de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires comprend bien évidemment l'achat de vin, mais également d'autres produits périphériques en boutique ou de prestations mises en place dans ces caves touristiques, avec donc un panier moyen qui est de l'ordre de 100 € par acte d'achat. Alors, je regarde justement un petit peu la répartition de cette clientèle. Ce qui va nous intéresser, nous particulièrement pour notre sujet, qui est donc le no-tourisme, on voit qu'on a effectivement 65% de visiteurs qui sont des visiteurs de passage, donc on peut considérer comme des no-touristes, sachant qu'on a en gros la moitié qui vient de la France et on a à peu près 14% de visiteurs étrangers. Et ce qui est intéressant de remarquer, ce n'est pas forcément une surprise, c'est qu'on voit que le panier moyen, il est évidemment un peu plus élevé pour la clientèle fidèle, régulière, qu'elle soit d'ailleurs de proximité ou pas, et qui vient dans un domaine, je dirais assez régulièrement, faire son approvisionnement en vin, ou pour les gens plus de passage. On voit que pour la clientèle française, on est à 107 € et on est à un peu moins 80 € pour la clientèle étrangère. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi la structure de ce réseau des caves touristiques. Je vous le détaillerai un petit peu tout à l'heure, mais sur le plan purement des chiffres, on voit en fait qu'on a une répartition, je dirais, assez large des profils des caves touristiques, puisque vous voyez, il y en a un certain nombre, et un nombre important même, qui reçoivent moins de 3000 visiteurs par an, représentent même 58% du réseau. Donc, ça veut dire qu'on a un réseau de beaucoup de petites caves, ou tout du moins de caves qui reçoivent un petit nombre de visiteurs, pour être plus précis, alors qu'à l'inverse, les caves qui reçoivent plus de 20 000 visiteurs ne sont que 4% du nombre de caves du réseau. Alors évidemment, en termes d'activité, notamment sur la fréquentation, on voit que ces caves qui reçoivent moins de 3 000 visiteurs, qui sont donc un peu plus de la moitié, ne réalisent, entre guillemets, que 18% du nombre de visiteurs, alors qu'à l'inverse, nos 4% de caves qui reçoivent plus de 20 000 visiteurs, finalement, recueillent 31% de l'ensemble du visitorat du vignoble. Donc, une petite concentration avec un petit nombre de caves et à l'inverse, un grand nombre de caves qui sont très présentes sur le territoire. On retrouve évidemment la même chose en termes de chiffre d'affaires, puisque donc les caves qui font un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 € sont au nombre de 35%, et elles ne représentent que 9% du chiffre d'affaires, alors qu'à l'inverse, nos 4% de caves qui font un chiffre d'affaires de plus de 800 000 € réalisent effectivement 24%, pratiquement un quart du chiffre d'affaires total réalisé par le no-tourisme sur le Val-de-Loire. Alors, un tout petit mot par rapport à la saison, puisque là, nous étions sur les chiffres, on va dire, avant Covid, pour donner un petit peu une perspective par rapport à la saison 2021 qui s'annonce. Donc, on s'est aperçu qu'effectivement, sur la saison donc, que l'on estime en gros d'avril à septembre, la fréquentation a été globalement en baisse sur l'année 2020. Mais on s'est aperçu que la fréquentation a plus baissé que le chiffre d'affaires, ce qui veut dire que le panier moyen, lui, a quand même augmenté de 15% sur cette période-là, et qu'il y a eu en fait une très forte concentration de la fréquentation sur la période juillet-août. Donc, on voit quand même que sur cette période, 6 caves sur 10 ont connu une baisse de chiffre d'affaires, et 4 sur 10 en ont même connu une supérieure à 15%, ce qui est quand même relativement important. Et parallèlement, une cave sur 2 a connu un panier moyen en hausse. Donc, on voit effectivement sur la gauche que la moyenne, je dirais, sur les différents mois jusqu'avant 2020 était relativement étalée sur les mois de la saison, avec un petit pic néanmoins en août. Par contre, sur l'année 2020, le pic a été très très fort sur juillet-août, puisque bien évidemment le début de saison a été complètement confiné et donc a créé un appel, je dirais, très fort sur la concentration des vacances quand le déconfinement s'est réalisé. On voit qu'au niveau de la fréquentation, bien évidemment, ce sont les visiteurs étrangers qui sont le moins venus, évidemment, en 2020, puisque c'était très compliqué. Et on devrait,
pour l'année 2021 est à peu près dans la même perspective, sachant que, je dirais, l'ouverture des frontières avec les pays justement frontaliers devrait nous permettre d'avoir un petit peu plus de Belges et de Néerlandais, notamment, peut-être d'Allemands, sur l'année 2021. Donc, sur cette saison 2020, et si on regarde uniquement les mois de juillet et août, par contre, et c'est ça peut-être qui est intéressant, c'est de voir que la clientèle française s'est fortement mobilisée pour venir effectivement découvrir la France et en particulier les vignobles et en particulier le Val-de-Loire, puisque sur notre réseau des caves, on a une progression sur juillet et août par rapport à la saison 2019 de 13% en fréquentation, de 29% en chiffre d'affaires, donc avec un panier moyen qui a augmenté de 14%, qui était, on va dire, la petite satisfaction qu'on a eue sur une saison globalement en baisse. Alors, un petit mot sur le réseau des caves touristiques du Val-de-Loire dont je vous parlais. Donc, en fait, c'est un réseau qui repose sur une charte de qualité touristique. Donc, on est sur une qualité d'accueil des visiteurs, donc avec un certain nombre de points que les caves doivent respecter. Et autre point important, c'est que ce label cave touristique, donc qui a un peu plus de 15 ans maintenant, est aussi le label référent dans le Val-de-Loire pour le label Vignoble et Découverte qui, lui, existe au niveau national. Donc, c'est un point de repère puisque pour Vignoble et Découverte, les domaines doivent posséder déjà un label et pour nous, il est relativement naturel d'appliquer celui des caves touristiques. Alors, ce réseau des caves touristiques, donc, il se répartit bien évidemment sur tout le Val-de-Loire, déjà à travers les deux principales régions. La région donc Centre-Val de Loire avec 42% des caves, les Pays de la Loire avec 57% des caves, et on a 1% des caves sur la région de la Nouvelle-Aquitaine, qui est liée au département de la Vienne et des Deux-Sèvres. Ensuite, par rapport aux territoires, qui sont plus des entités, je dirais, de fréquentation touristique, donc ils se répartissent entre la Loire-Atlantique, donc le pays nantais, la région du Muscadet, 17%, la plus grosse partie venant, étant effectivement implantée dans le vignoble Anjou-Saumur, département Maine-et-Loire et département des Deux-Sèvres, 38% des caves. Ensuite, on a l'Indre-et-Loire, 28%, le Loir-et-Cher, un petit peu sur la Vendée et le Poitou. Donc 355 caves touristiques exactement. Donc ils font l'objet d'audits de qualité, donc un audit tous les 3 ans. Et dans cet audit, on a 66 points de contrôle, 43 points qui sont des critères d'accueil de base et 23 critères qui sont des critères d'excellence. Et en fait, on a une forme de classification au sein du réseau, puisque si on a 80% des critères d'accueil, on est accueil tradition. Si on en a 90%, on est accueil et services. Et si on en a 90%, plus 80% de critères excellence, on peut prétendre à la mention excellence. Et aujourd'hui, on a 91 caves excellence sur l'ensemble du réseau des caves touristiques. Alors, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de voir effectivement comment ce réseau se situe et comment il évolue par rapport à la question de l'environnement durable. Donc déjà, ce qui est important de savoir sur le Val-de-Loire, c'est que le plan filière, parmi ces différents aspects, ces différents engagements, un engagement de valeur, un engagement sanitaire, un engagement social, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'engagement environnemental. Donc déjà, cet engagement environnemental, il découle du contexte du plan national qui, dans le cadre du plan alimentation, fait qu'effectivement, l'ensemble des produits agricoles doivent prendre, je dirais, conscience de la durabilité, de la naturalité des produits. Et dans ce contexte-là, l'objectif qui a été fixé sur le Val-de-Loire par l'ensemble de la filière est que 100% des entreprises viticoles du Val-de-Loire soient engagées dans une certification ou une norme environnementale ou un label d'ici 2030. Donc, sur l'ensemble des exploitations du Val-de-Loire, on est aujourd'hui autour de 47%. Donc, on a déjà fait pratiquement la moitié du chemin. Il en reste encore la moitié à faire sur à peu près les 8 à 9 ans qui viennent. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir, dans un premier temps, identifier effectivement les certifications
et les labels. Donc, un gros travail a été fait au sein du service prospective d'Interloire pour effectivement identifier ces caves. Et on le suit tout particulièrement aussi pour les caves touristiques. Et l'enjeu est de pouvoir faire évoluer justement notre grille d'audit par rapport aux critères de la charte pour justement les faire évoluer, sachant que les notions environnementales ont déjà été intégrées depuis plus de 10 ans dans cette grille d'audit. Alors, pour être un petit peu plus concret sur ce sujet-là, donc en fait, on a deux engagements, deux items qui sont présents aujourd'hui dans la grille d'audit. Un premier, on va dire, qui est assez global, qui dit simplement que des engagements ou des actions concrètes sont réalisées en faveur de l'environnement et de la protection de la nature. Là, du coup, on est sur un critère de base. Donc, on valide effectivement ce critère si des pratiques culturelles respectueuses de l'environnement sont en place, que ce soit la protection des terroirs, la baisse des intrants chimiques, la préservation des ressources naturelles, ou si le domaine appartient à une démarche ou un groupement de protection environnementale ou des mesures en faveur de l'environnement ont été mises en place, que ça peut être aussi la biodiversité, l'éco-pâturage, tout ce qui peut favoriser effectivement cette protection de l'environnement et la durabilité. Et un deuxième point a été rajouté dans les audits qui ont été réalisés donc en 2021, donc cette année, qui est donc un critère d'excellence, mais qui indique clairement que le domaine est engagé et bénéficie aujourd'hui d'une certification ou d'une labellisation environnementale. Donc là, effectivement, cet item-là est validé très concrètement si le domaine est Terravitis, Agriconfiance, HVE ou dispose du label AB, sachant que pour ceux qui sont en biodynamie, que ce soit des metteurs ou biodivin, on est déjà normalement dans le label AB au départ. Alors après, c'est de voir l'évolution de cet engagement environnemental. Donc, on considère que sur la période des 3 années qui viennent, comme on fait l'audit d'un tiers du réseau chaque année, les 3 années qui viennent vont être en quelque sorte le point zéro, qui va nous permettre un petit peu de voir où en est où en sont les caves par rapport à ce label, sachant qu'on a identifié au jour d'aujourd'hui que nous sommes, pour les caves touristiques, à 66% de caves engagées dans une certification ou une norme environnementale. Donc, c'est assez logique qu'on soit sur un taux supérieur, je dirais, à l'ensemble des exploitations, puisque ce sont les domaines qui sont le plus exposés, je dirais, à la visite du public et qui ont pris conscience ou qui sont engagés dans cette démarche-là depuis un certain temps. Alors, si on va regarder un petit peu dans le détail, même si l'objet n'est pas de rentrer dans une querelle entre les différents labels, mais c'est de faire le constat tout simplement et voir que le label HVE, aujourd'hui, c'est 30% de ces caves qui sont engagées dans une certification. On est à 19% pour l'ensemble du Val-de-Loire et à 8% au niveau national. Pour le label AB, on est à 29% sur le réseau, pour 26% au Val-de-Loire, 14% au niveau national. Certaines caves sont HVE et AB, elles sont au nombre de 5%. Et puis, d'autres caves sont Terravitis, en dehors de celles qui sont déjà AB ou HVE, et là, elles sont autour de 1%. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que 2 tiers du réseau, 2 tiers des caves sont engagés aujourd'hui dans une démarche de certification environnementale et donc ils ne devraient que progresser dans les années qui viennent, puisqu'on voit notamment que pour le label AB ou le label HVE, les certifications avancent, je dirais, bon train depuis déjà quelques mois et on est en phase de progression très importante. Alors, quelques exemples par rapport à la valorisation de ces enjeux environnementaux. J'en prendrai 3 pour ne pas être trop long. Le premier, c'est effectivement qui découle directement de tout ce que je viens de présenter, à savoir comment effectivement on le valorise au niveau du réseau des caves touristiques. Et là, du coup, c'est une nouveauté 2021, parce qu'il faut considérer que ce n'est pas forcément un sujet très facile à faire accepter à l'ensemble de la viticulture et du réseau, mais compte tenu du plan filière qui a été mis en place, on est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui de pouvoir évoquer ce sujet. Et donc, on aura sur la carte des caves touristiques qui va sortir au mois de juillet, on aura donc un
un pavé pour la première fois qui sera effectivement sur ces critères environnementaux, précisant évidemment que 2/3 du réseau est en labellisation ou certification environnementale. Et sur chacun des domaines, il y aura un petit point vert qui indiquera que le domaine est dans une des démarches que l'on a citées. Donc ça, c'est un point important qui montre à la fois l'engagement et qui va aussi, je dirais, pousser à montrer l'ensemble du réseau et peut-être aussi à motiver ceux qui ne le sont pas, en montrant que c'est une attente aujourd'hui très forte de la part du public de s'intéresser à ces questions-là. Un deuxième exemple, là on est plus sur la promotion collective avec un événement qu'un certain nombre de vous connaissent sans doute déjà, qui est Vinva-Rondo en Val-de-Loire, donc qui est vraiment l'événement œnotouristique du Val-de-Loire. En 2 mots, c'est un week-end de randonnée où chaque randonnée est portée par une appellation. Et les randonneurs donc, sont répartis par groupe, accompagnés par un vigneron qui va leur expliquer l'ensemble des points du parcours, que ce soit des points de vue, que ce soit les cépages, que ce soit la façon dont on travaille l'appellation en question. Donc, toutes les questions et les échanges sont possibles. Et le thème de l'année 2020 était justement sur la protection de l'environnement, puisque le thème était 16 balades vigneronnes pour se mettre au vert. Et donc, effectivement, dans chaque randonnée, on exposait un certain nombre de points sur justement cette protection de l'environnement et comment c'était mis en place dans les terroirs qui étaient présentés. Donc, c'était un fil rouge qui était intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors de ce fil rouge sur 2020, pour 2021, cette préoccupation reste constante sur BVR, c'est-à-dire on continue de travailler sur la notion environnementale et tout ce qui est mis en place dans le cadre de la randonnée, bien évidemment, respecte ce cadre-là, des toilettes sèches, faire en sorte d'avoir un certain nombre de choses qui soient vraiment dans cette thématique qu'on s'applique déjà à nous-mêmes. Et puis, un exemple sur un domaine, alors c'est très difficile pour nous, interprofession, d'aller choisir un domaine plus qu'un autre. Donc, des domaines qui sont engagés dans des démarches environnementales, des domaines qui font du bio, etc., il y en a pléthore aujourd'hui. Je voulais simplement rebondir sur une démarche, en fait, qui a été faite par un domaine, parce que je trouve que cette démarche est intéressante et peut nous inspirer et ensuite être force de réflexion pour l'ensemble des travaux qui peuvent être faits derrière. C'est en fait une démarche d'engagement d'un domaine, puisqu'on ne décide pas forcément de rentrer dans cette démarche-là, je dirais, de façon instinctive, qu'on ne fait pas tout du jour au lendemain, et qu'il y a une réflexion et une progression qui peut se faire. Donc, j'ai pris l'exemple du domaine des Deux Moulins qui me paraît intéressant, puisqu'en fait, elle a amorcé sa démarche depuis 2012, et on va voir de 2012 à 2021, voilà, il y a eu une progression de l'ensemble des sujets qui ont pu être mis en avant. Donc, en 2012, le domaine déjà a intégré un groupe d'expérimentation pour essayer effectivement de voir au niveau agroécologique comment on pouvait réduire l'usage notamment des pesticides et puis d'optimiser les pratiques phytosanitaires. Donc, c'était déjà une réflexion. En 2015-2016, donc déjà, il y a eu la plantation de haies en bordure de parcelles pour favoriser la biodiversité. Donc, on a fait un cran supplémentaire, on a intégré une nouvelle dimension. On a investi dans une microstation météo et surtout pour avoir des modélisations de risques de maladie, donc qui permet de mieux cibler par rapport au traitement. En 2016-2017, on est allé sur l'arrêt du désherbage chimique pour l'ensemble du vignoble, donc avec du coup l'usage d'outils mécaniques. On a installé des nichoirs à mésanges et à chauve-souris, donc voilà, qui fait partie de choses qui se développent aussi dans le vignoble. En 2018, le domaine a commencé à se tester sur une partie du vignoble en traitement AB, donc intégration d'une nouvelle démarche, l'implantation d'une parcelle en agroforesterie,
l'intégration de cépages du sud afin d'anticiper le réchauffement climatique. Donc là, déjà, on est dans une perspective, on voit bien, qui est plutôt lointaine, et tout ça visant à favoriser la biodiversité et l'interaction entre la faune et la flore. En 2019, le domaine a eu la certification HVE niveau 3. Et donc, le vignoble va passer officiellement en conversion biologique. Donc là, on a vraiment un certain aboutissement déjà sur le plan certification. On a complété avec la coculture de plantes aromatiques et médicinales. Et puis, je dirais, étape, je ne veux pas dire la dernière, il y en aura sans doute d'autres parce que c'est un domaine qui est vraiment en réflexion, qui cherche vraiment à pousser au plus loin les choses, où on a effectivement intégré du maraîchage au sein du domaine avec le potager des Garonnes qui est même bee-friendly, donc on va aussi jusqu'au bout d'une certaine démarche, ce qui permet aussi de se traduire par un marché des producteurs, tout naturellement, avec bien sûr les vins du domaine, mais les produits du potager, etc. Donc la démarche est très cohérente et c'est très complet, je dirais, sur l'ensemble de ces aspects, et qui s'est renforcé aussi avec de l'éco-pâturage qui s'est fait au printemps avec les moutons qui étaient dans les vignes. Donc un exemple je trouve très intéressant par rapport à la démarche surtout, où on voit les différentes phases d'intégration qui évoluent aux phases de la réflexion et aux phases de la prise en compte de ces différents aspects. Donc, pour conclure, je dirais 3 choses. Donc, la première, c'est que l'environnement durable est une prise de conscience de la filière viticole et qui se décline, effectivement, on l'a vu au niveau national, régional, et puis donc, du coup, sur les ODG, les appellations et voire les opérateurs. Donc, ça, c'est important. Que la deuxième, c'est que face aux attentes des consommateurs, la communication sur cet axe s'intensifie depuis les domaines, les groupements producteurs et les instances collectives, que ce soit les filières tourisme ou les filières viticoles, pour essayer effectivement de valoriser ces aspects environnementaux. Et puis, je dirais, pour lancer le débat, et pourquoi pas un label œnotourisme durable. Merci de votre attention. Un grand merci, Christian. Alors, ce que je vais vous proposer entre l'assistance qui est en distanciel et les collègues qui sont ici, c'est de faire une alternance entre des temps de ici et là-bas. Alors, je vais peut-être prendre en écho d'ailleurs à cette dernière mention. Alors, Catherine, est-ce que vous voulez prendre la parole? Je ne sais pas si on peut imaginer. Nous, on peut vous entendre dans la salle. Donc, si vous avez Catherine, vous avez fait une question par rapport à l'engagement environnemental. Est-ce que vous voudriez la poser? On vous entend, Catherine. Oui, vous m'entendez? Est-ce que c'est Catherine? Oui, voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Catherine, je suis française, j'habite en Corée et je travaille dans le domaine du développement touristique et marketing du tourisme durable depuis plus de 15 ans. Et donc, notamment, je suis également formatrice du JSTC, qui est le Global Sustainable Tourism Council. Et donc, ce qui est important, je dirais, c'est que dans la dimension du tourisme durable, enfin du développement durable en général, il y a bien sûr l'aspect environnemental qui est souvent mis en avant, mais également les aspects socio-économiques, socio-culturels et la gouvernance. Et je voulais savoir s'il y avait effectivement une démarche qui prenait en compte les aspects sociaux, les impacts sur les populations locales, les aspects de formation, les aspects enfin voilà, globalement sociaux. C'était ma question. Est-ce que tu as connaissance? Merci. Merci, Catherine. Alors, je dirais que nous, à notre niveau, dans le Val-de-Loire, la démarche est quand même relativement récente, en tous les cas en termes de communication. Donc, pour l'instant, on est plus sur la structuration pour faire en sorte que le réseau se développe sur le plan, je dirais, de ses pratiques environnementales. C'est la raison première, en tous les cas, de l'interprofession pour répondre aux objectifs. Et je pense que ça viendra dans un second temps. Vous l'avez vu, on est juste en amorce d'éléments de communication qui vont aller justement vers le public
Par exemple, le fil rouge de l'année dernière sur Vinvarando, effectivement, a fait l'objet de nombreuses questions des randonneurs, justement, sur ces aspects environnementaux pour mieux comprendre les choses. Et là, c'était l'occasion de développer un peu les aspects que vous avez évoqués avec le public. Donc, certains domaines le font déjà chez eux, ceux qui sont largement engagés le font auprès des consommateurs. Après, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci, Christian. Merci beaucoup. Alors, du coup, je prends une question de Sophie. Après, je proposerai à Arnaud de la Jarre de poser sa question. Sophie. Une question, savoir si l'expérience du Val-de-Loire se fait en complément ou en discussion avec d'autres interprofessions. Est-ce qu'il y a des parallèles? Parce que dans d'autres régions viticoles, il y a effectivement déjà une prise de conscience assez similaire. Est-ce que du coup, il y a des opportunités d'échange et de collaboration? Alors, les échanges au niveau des interprofessions se font dans le cadre notamment du CNIV, qui réunit l'ensemble des interprofessions à Paris, où quelques grandes lignes directrices sont données, ne serait-ce que l'application justement du plan alimentaire, etc., qui ont été fixés. Après, je pense que voilà, tout le monde a la même réflexion, a les mêmes, je dirais, les mêmes éléments d'ambition par rapport à l'avenir. Il n'y a pas forcément un travail systématique, je dirais, de travail en commun aujourd'hui avec les autres vignobles, mais je dirais pas plus pour l'environnement que pour les autres sujets, que ce soit la promotion ou que ce soit la commercialisation des vins. Merci, Christian. Arnaud, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Très bien, super. Merci, Ronan. Moi, j'avais une question au-delà des enjeux de certification environnementale par cave, par exploitant. Est-ce qu'il y a des démarches collectives comme il y en a sur d'autres AOC au travers, par exemple, de chartes paysagères et environnementales, donc portées par les organismes de gestion, mais aussi souvent par les collectivités? Alors, en tout cas, il y en a par les organismes de gestion, ça c'est sûr, puisqu'on a, nous, l'exemple du Saumur-Champigny, par exemple, qui est engagé dans une démarche de biodiversité depuis déjà un certain nombre d'années et qui a beaucoup avancé sur le sujet. Il y a aussi quelques exemples d'appellations qui ont intégré la notion environnementale carrément dans leur cahier des charges de l'appellation. Donc là, c'est bien des démarches collectives, donc je pense notamment à des appellations comme Savenière, qui se sont aussi engagés sur cet aspect-là et qui font qu'on a bien effectivement des démarches collectives qui encadrent aussi ce genre de démarche. Ok, merci Christian. Il y a deux personnes, C'est Lamoureux et Bonner, qui posent la question autour des certifications. Ça va au-delà de strictement la question de l'œnotourisme, mais sur les certifications environnementales. Est-ce que les caves qui sont en cours de certification sont encouragées par les organismes tels que la région ou l'Interpro à aller dans cette direction-là? Et dans la suite de ça, une autre question sur comment est-ce que les viticulteurs différencient-ils les différents labels, notamment AB et HVE? Est-ce qu'il y a, tu sais, s'il y a des gens qui font, comment ils arbitrent le choix entre passer à HVE, rester être en HVE ou en AB, pardon. Donc, sur ce dernier point, effectivement, il y a des domaines qui sont engagés depuis longtemps dans la démarche AB. Après, c'est plus peut-être dans les domaines qui n'étaient pas forcément dans cette démarche-là au départ et qui sont plutôt allés dans un premier temps sur le HVE parce que ça correspondait un petit peu mieux, je dirais, à leurs objectifs et à la façon de travailler. Par contre, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des domaines qui ont à la fois la démarche AB et la démarche HVE. Donc là, qui offre une certaine complémentarité entre les deux, qui n'est pas toujours qu'une opposition entre HVE et AB. Ok, merci Christian. Monsieur Éric Girohéro, est-ce que tu veux bien poser ta question? Oui, bonjour à tous. Éric Girohéro de ISVV à Bordeaux. Moi, j'ai trouvé très, très intéressante cette présentation parce que ça fait une bonne appréciation du développement de l'œnotourisme en Val-de-Loire. C'est vraiment assez passionnant. Mais il y a une question que je me posais parce que je suis économiste, excusez-moi, c'est un réflexe d'économiste, c'est de savoir dans quel moyen, en fait, dans quelle mesure le développement des caves touristiques va faciliter la fidélité des consommateurs. En fait, c'est
parce qu'il s'agit en fait d'une nouvelle forme de commercialisation, enfin qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui se développe clairement et qui va peut-être créer, et d'autant plus si on y associe le développement durable, qui va peut-être créer une meilleure fidélité des consommateurs aux produits et aux caves en question. Et donc, je voudrais savoir si vous aviez pensé à essayer de mesurer la fidélité de ces consommateurs qui achètent une fois, mais qui pourraient acheter plusieurs fois et revenir, et donc créer de l'attachement consommateur à la propriété. Alors, déjà, c'est le premier élément que l'on a, c'est de voir effectivement la part de la clientèle fidèle qui est dans notre mesure, je dirais, d'observatoire. Et on voit que de toute façon, cette part-là ne diminue pas, bien au contraire, elle a plutôt tendance à progresser. Donc ça, c'est un premier élément. Après, le point peut-être que nous, on peut plus mesurer, c'est moins la fidélité à un domaine que la fidélité au réseau. Parce que les actions que l'on mène et le fait d'avoir un label, de pouvoir l'identifier au niveau des caves visuellement, de pouvoir avoir une carte, etc., ça permet effectivement de se dire, vous avez été bien accueilli dans une cave à Chinon, vous avez apprécié la prestation, etc. Eh bien, vous allez dans les Coteaux du Layon, vous avez d'autres caves avec le même label, vous avez dans le Muscadet, etc. Donc, on se rend compte que les visiteurs prennent ce label justement comme un critère de qualité, d'accueil, de prestation, d'ouverture vis-à-vis du public, et du coup, a tendance à privilégier ces caves-là, renforcées d'autant par, je dirais, les structures touristiques comme les offices de tourisme, qui ont également, à la fois pour mission et par conviction, je dirais, le conseil sur ce réseau des caves. Merci, merci Christian.